Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, j'ai eu le plaisir de vous parler de passion, d'amour insensé avec le roman La Dame aux camélias. Dans les premiers chapitres, le narrateur parle de la mort d'une femme entretenue dont l'appartement est mis en vente. Voici qu'il se retrouve à mettre aux enchères pour pouvoir acheter un livre qui a appartenu manifestement à cette jeune femme. Il est heureux, il vient de réussir à arracher des mains d'un autre enchérisseur ce livre sur lequel est écrit une inscription qui a l'air un peu mystérieuse. Personne n'ayant plus rien dit, le livre me fut adjugé. Comme je redoutais un nouvel entêtement que mon amour-propre eût peut-être soutenu, mais dont ma bourse se fût certainement trouvée très mal, je fis inscrire mon nom, mettre de côté le volume et je descendis. Je dus donner beaucoup à penser aux gens qui, témoins de cette scène, se demandèrent sans doute dans quel but j'étais venu payer 100 francs un livre que je pouvais avoir partout pour 10 ou 15 francs ou plus. Une heure après, j'avais envoyé chercher mon achat. Sur la première page était écrite à la plume et d'une écriture élégante la dédicace du donataire de ce livre. Cette dédicace portait ces seuls mots. Manon à Marguerite. Humilité. Elle était signée Armand Duval. Que voulait dire ce mot humilité? Manon reconnaissait-elle en Marguerite, par l'opinion de ce monsieur Armand Duval, une supériorité de débauche ou de cœur? La seconde interprétation était la plus vraisemblable, car la première n'eût été qu'une impertinente franchise que n'eût pas appréciée Marguerite, malgré son opinion sur elle-même. Je sortis de nouveau et je ne m'en occupais plus de ce livre que le soir lorsque je me couchais. Certes, Manon Lescaut est une touchante histoire dont pas un détail ne m'est inconnu. Et cependant, lorsque je trouve ce volume sous ma main, ma sympathie pour lui m'attire toujours. Je l'ouvre et pour la 100e fois, je revis avec l'héroïne de l'abbé Prévost. Or, cette héroïne est tellement vraie qu'il me semble l'avoir connue. Dans ces circonstances nouvelles, l'espèce de comparaison faite entre elle et Marguerite donnait pour moi un attrait inattendu à cette lecture, et mon indulgence s'augmenta de pitié, presque d'amour pour la pauvre fille, à l'héritage de laquelle je devais ce volume. Manon était morte dans un désert, il est vrai, mais dans les bras de l'homme qui l'aimait avec toute l'énergie de l'âme, qui, morte, lui creusa une fosse, l'arrosa de ses larmes et y ensevelit son cœur, tandis que Marguerite, pécheresse comme Manon, et peut-être convertie comme elle, était morte au sein d'un luxe somptueux, s'il fallait en croire ce que j'avais vu, dans le lit de son passé, mais aussi au milieu de ce désert du cœur, bien plus aride, bien plus vaste, bien plus impitoyable que celui dans lequel avait été enterrée Manon. Marguerite, en effet, comme je l'avais appris de quelques amis informés des dernières circonstances de sa vie, n'avait pas vu s'asseoir une réelle consolation à son chevet, pendant les 2 mois qu'avait duré sa lente et douloureuse agonie. Puis de Manon et de Marguerite, ma pensée se reportait sur celle que je connaissais et que je voyais s'acheminer en chantant vers une mort presque toujours invariable. Pauvre créature. Si c'est un tort de les aimer, c'est bien le moins qu'on les plaigne. Vous plaignez l'aveugle qui n'a jamais vu les rayons du jour, le sourd qui n'a jamais entendu les accords de la nature, le muet qui n'a jamais pu rendre la voix de son âme. Et sous un faux prétexte de pudeur, vous ne voulez pas plaindre cette cécité du cœur, cette surdité de l'âme, ce mutisme de la conscience qui rendent folle la malheureuse affligée et qui la font malgré elle incapable de voir le bien, d'entendre le Seigneur et de parler la langue pure de l'amour et de la foi. Hugo a fait Marion de Lorme, Musset a fait Bernerette, Alexandre Dumas a fait Fernande. Les penseurs et les poètes de tous les temps ont apporté à la courtisane l'offrande de leur miséricorde, et quelquefois, un grand homme les a réhabilités de son amour et même de son nom. Si j'insiste ainsi sur ce point, c'est que parmi ceux qui vont me lire, beaucoup peut-être sont déjà prêts à rejeter ce livre, dans lequel ils craignent de ne voir qu'une apologie du vice et de la prostitution. Et l'âge de l'auteur contribue sans doute encore à motiver cette crainte. Que ceux qui penseraient ainsi se détrompent.
et qu'ils continuent si cette crainte seule les retenait. Je suis tout simplement convaincue d'un principe qui est que pour la femme à qui l'éducation n'a pas enseigné le bien, Dieu ouvre presque toujours deux sentiers qui l'y ramènent. Ces sentiers sont la douleur et l'amour. Ils sont difficiles. Celle qui s'y engage s'y ensanglante les pieds, s'y déchire les mains. Mais elle laisse en même temps aux ronces de la route les parures du vice et arrivent au but avec cette nudité dont on ne rougit pas devant le Seigneur. Ceux qui rencontrent ces voyageuses hardies doivent les soutenir et dire à tous qu'ils les ont rencontrées, car en le publiant, ils montrent la voie. Il ne s'agit pas de mettre tout bonnement à l'entrée de la vie deux poteaux portant l'un cette inscription route du bien, l'autre cet avertissement route du mal, et de dire à ceux qui se présentent choisissez. Il faut, comme le Christ, montrer des chemins qui ramènent de la seconde route à la première, ceux qui s'étaient laissés tenter par les abords, et il ne faut pas, surtout, que le commencement de ces chemins soit trop douloureux, ni paraisse trop impénétrable. Le christianisme est là avec sa merveilleuse parabole de l'enfant prodigue pour nous conseiller l'indulgence et le pardon. Jésus était plein d'amour pour ces âmes blessées par les passions des hommes et dont il aimait à panser les plaies en tirant le baume qui devait les guérir des plaies elles-mêmes. Ainsi, il disait à Madeleine, « Il te sera beaucoup remis parce que tu as beaucoup aimé. » Sublime pardon qui devait éveiller une foi sublime. Pourquoi nous ferions-nous plus rigides que le Christ ? Pourquoi, nous en tenant obstinément aux opinions de ce monde qui se fait dur pour qu'on le croie fort, rejetterions-nous avec lui des âmes saignantes, souvent de blessures par où, comme le mauvais sang d'un malade, s'épanche le mal de leur passé, et n'attendant qu'une main amie qui les pense et leur rende la convalescence du cœur. C'est à ma génération que je m'adresse, à ceux pour qui les théories de M. de Voltaire n'existent heureusement plus, à ceux qui, comme moi, comprennent que l'humanité est depuis 15 ans dans un de ses plus audacieux élans. La science du bien et du mal est à jamais acquise. La foi se reconstruit, le respect des choses saintes nous est rendu. Et si le monde ne se fait pas tout à fait bon, il se fait du moins meilleur. Les efforts de tous les hommes intelligents tendent au même but, et toutes les grandes volontés s'attellent au même principe. Soyons bons, soyons jeunes, soyons vrais. Le mal n'est qu'une vanité, ayons l'orgueil du bien. Et surtout, ne désespérons pas. Ne méprisons pas la femme, qui n'est ni mère, ni fille, ni épouse. Ne réduisons pas l'estime à la famille, l'indulgence à l'égoïsme. Puisque le ciel est plus en joie pour le repentir d'un pécheur que pour 100 justes qui n'ont jamais péché, essayons de réjouir le ciel. Il peut nous le rendre avec usure. Laissons sur notre chemin l'aumône de notre pardon à ceux qui les désirent, à ceux que les désirs terrestres ont perdus, que sauvera peut-être une espérance divine. Et comme disent les bonnes vieilles femmes quand elles conseillent un remède de leur façon, si cela ne fait pas de bien, cela ne peut pas faire de mal. Certes, il doit paraître bien hardi à moi de vouloir faire sortir ces grands résultats du mince sujet que je traite. Mais je suis de ceux qui croient que tout est dans peu. L'enfant est petit, et il renferme l'homme. Le cerveau est étroit, et il abrite la pensée. L'œil n'est qu'un point, et il embrasse les lieux. Chapitre 4. Deux jours après, la vente était complètement terminée. Elle avait produit 150 000 francs. Les créanciers s'en étaient partagés les 2 tiers et la famille, composée d'une sœur et d'un petit-neveu, avait hérité du reste. Cette sœur avait ouvert de grands yeux quand l'homme d'affaires lui avait écrit qu'elle héritait de 50 000 francs. Il y avait 6 ou 7 ans que cette jeune fille n'avait vu sa sœur, laquelle avait disparu un jour sans que l'on sût ni par elle ni par d'autres le moindre détail sur sa vie depuis le moment de sa disparition. Elle était donc arrivée en toute hâte à Paris et l'étonnement de ceux que connaissait Marguerite avait été grand quand ils avaient vu que son unique héritière était une grosse et belle fille de campagne qui jusqu'alors n'avait jamais quitté son village. Sa fortune se trouva faite d'un seul coup, sans qu'elle sût même de quelle source lui venait cette fortune inespérée. Elle retourna, m'a-t-on dit depuis, à sa campagne, emportant de la mort de sa sœur une grande tristesse que compensait néanmoins le placement à 4,5 qu'elle venait de faire. Toutes ces circonstances répétées dans Paris, la ville mère du scandale, commençaient à être oubliées. Et j'oubliais même à peu près en quoi j'avais pris part à ces événements,
quand un nouvel incident me fit connaître toute la vie de Marguerite et m'apprit des détails si touchants que l'envie me prit d'écrire cette histoire et que je l'écris. Depuis 3 ou 4 jours, l'appartement vide de tous ses meubles vendus était à louer quand on sonna un matin chez moi. Mon domestique, ou plutôt mon portier qui me servait de domestique, alla ouvrir et me rapporta une carte en me disant que la personne qui la lui avait remise désirait me parler. Je jetai les yeux sur cette carte et j'y lus ces 2 mots. Armand Duval. Je cherchais où j'avais déjà vu ce nom. Et je me rappelais la première feuille du volume de Manon Lescaut. Que pouvait me vouloir la personne qui avait donné ce livre à Marguerite? Je dis de faire entrer tout de suite celui qui attendait. Je vis alors un jeune homme, blond, grand, pâle, vêtu d'un costume de voyage qu'il semblait ne pas avoir quitté depuis quelques jours, et ne s'être même pas donné la peine de brosser en arrivant à Paris, car il était couvert de poussière. Monsieur Duval, fortement ému, ne fit aucun effort pour cacher son émotion, et ce fut des larmes dans les yeux et un tremblement dans la voix qu'il me dit « Monsieur, vous excuserez, je vous prie, ma visite et mon costume. Mais outre qu'entre jeunes gens, on ne se gêne pas beaucoup, je désirais tant vous voir aujourd'hui que je n'ai pas même pris le temps de descendre à l'hôtel où j'ai envoyé mes malles. Et je suis accourue chez vous craignant encore, quoiqu'il soit de bonne heure, de ne pas vous rencontrer. » Je priai monsieur Duval de s'asseoir auprès du feu, ce qu'il fit tout en tirant de sa poche un mouchoir avec lequel il cacha un moment sa figure. « Vous ne devez pas comprendre, reprit-il en soupirant tristement, ce que vous veut ce visiteur inconnu à pareille heure, dans une pareille tenue et pleurant comme il le fait. Je viens tout simplement, monsieur, vous demander un grand service. »« Parlez, monsieur, je suis tout à votre disposition. » »« Vous avez assisté à la vente de Marguerite Gauthier ?» À ce mot, l'émotion dont ce jeune homme avait triomphé un instant fut plus forte que lui et il fut forcé de porter les mains à ses yeux. « Je dois vous paraître bien ridicule, ajouta-t-il. Excusez-moi encore pour cela. Et croyez que je n'oublierai jamais la patience avec laquelle vous voulez bien m'écouter. »« Monsieur, répliquai-je, si le service que je parais pouvoir vous rendre doit calmer un peu le chagrin que vous éprouvez, dites-moi vite à quoi je puis vous être bon. Et vous trouverez en moi un homme heureux de vous obliger. » La douleur de monsieur Duval était sympathique et malgré moi, j'aurais voulu lui être agréable. Il me dit alors: « Vous avez acheté quelque chose à la vente de Marguerite ?»« Oui, monsieur. Un livre. »« Manon Lescaut ?»« Justement. »« Avez-vous encore ce livre ?»« Il est dans ma chambre à coucher. » Armand Duval, à cette nouvelle, parut soulagé d'un grand poids et me remercia comme si j'avais déjà commencé à lui rendre un service en gardant ce volume. Je me levai alors, j'allai dans ma chambre prendre le livre et je le lui remis. « C'est bien cela, » fit-il en regardant la dédicace de la première page et en feuilletant. « C'est bien cela. » Et 2 grosses larmes tombèrent sur les pages. « Eh bien, monsieur, » dit-il en relevant la tête sur moi et n'essayant même plus de me cacher qu'il avait pleuré et qu'il était prêt de pleurer encore. « Tenez-vous beaucoup à ce livre ?»« Pourquoi, monsieur ?»« Parce que je viens vous demander de me le céder. »« Pardonnez ma curiosité, dis-je alors, mais c'est donc vous qui l'avez donné à Marguerite Gauthier ?»« C'est moi-même. »« Ce livre est à vous, monsieur, reprenez-le. Je suis heureux de pouvoir vous le rendre. »« Mais, reprit monsieur Duval avec embarras, c'est bien le moins que je vous en donne le prix que vous l'avez payé. Permettez-moi de vous l'offrir. Le prix d'un seul volume dans une vente pareille est une bagatelle. Et je ne me rappelle plus combien j'ai payé celui-ci. »« Vous l'avez payé 100 francs. »« Ah, c'est vrai, » fis-je embarrassé à mon tour. « Comment le savez-vous ?»« C'est bien simple. J'espérais arriver à Paris à temps pour la vente de Marguerite.
Et je suis arrivée que ce matin. Je voulais absolument avoir un objet qui vint d'elle, et je courus chez le commissaire-priseur lui demander la permission de visiter la liste des objets vendus et les noms des acheteurs. Je vis que ce volume avait été acheté par vous. Je me résolus à vous prier de me le céder, quoique le prix que vous y avez mis me fit craindre que vous n'eussiez attaché vous-même un souvenir quelconque à la possession de ce volume. En parlant ainsi, Armand paraissait évidemment craindre que je n'eusse connu Marguerite comme lui l'avait connue. Je m'empressai de le rassurer. « Je n'ai connu mademoiselle Gauthier que de vue, » lui dis-je. Sa mort m'a fait l'impression que fait toujours sur un jeune homme la mort d'une jolie femme qu'il avait du plaisir à rencontrer. J'ai voulu acheter quelque chose à sa vente et je me suis entêtée à renchérir sur ce volume. Je ne sais pourquoi. Pour le plaisir de faire enrager un monsieur qui s'acharnait dessus et semblait me défier de l'avoir. Je vous le répète donc, monsieur, ce livre est à votre disposition. Et je vous prie de nouveau de l'accepter pour que vous ne le teniez pas de moi comme je le tiens d'un commissaire-priseur, et pour qu'il soit entre nous l'engagement d'une connaissance plus longue et de relations plus intimes. C'est bien, monsieur, me dit Armand en me tendant la main et en serrant la mienne. J'accepte, et je vous serai reconnaissant toute ma vie. J'avais bien envie de questionner Armand sur Marguerite. Car la dédicace du livre, le voyage du jeune homme, son désir de posséder ce volume piquait ma curiosité. Mais je craignais en questionnant mon visiteur de paraître n'avoir refusé son argent que pour avoir le droit de me mêler de ses affaires. On eût dit qu'il devinait mon désir, car il me dit « Vous avez lu ce volume ?»« En entier. »« Qu'avez-vous pensé des 2 lignes que j'ai écrites ?» J'ai compris tout de suite qu'à vos yeux, la pauvre fille à qui vous aviez donné ce volume sortait de la catégorie ordinaire, car je ne voulais pas ne voir dans ces lignes qu'un compliment banal. Et vous aviez raison, monsieur. Cette fille était un ange. Tenez, me dit-il, lisez cette lettre. Et il me tendit un papier qui paraissait avoir été relu bien des fois. Je l'ouvris, et voici ce qu'il contenait. Mon cher Armand, j'ai reçu votre lettre. Vous êtes resté bon et j'en remercie Dieu. Oui, mon ami, je suis malade, et d'une de ces maladies qui ne me pardonne pas. Mais l'intérêt que vous voulez bien prendre encore à moi diminue beaucoup ce que je souffre. Je ne vivrai sans doute pas assez longtemps pour avoir le bonheur de serrer la main à qui écrit la bonne lettre que je viens de recevoir, et dont les paroles me guériraient si quelque chose pouvait me guérir. Je ne vous verrai pas, car je suis tout près de la mort, et des centaines de lieues vous séparent de moi. Pauvre ami, votre Marguerite d'autrefois est bien changée. Et il vaut peut-être mieux que vous ne la revoyiez plus que de la voir telle qu'elle est. Vous me demandez si je vous pardonne ? Oh, de grand cœur, ami, car le mal que vous avez voulu me faire n'était qu'une preuve de l'amour que vous aviez pour moi. Il y a 1 mois que je suis au lit et je tiens tant à votre estime que chaque jour j'écris le journal de ma vie, depuis le moment où nous nous sommes quittés jusqu'au moment où je n'aurai plus la force d'écrire. Si l'intérêt que vous prenez à moi est réel, Armand, à votre retour, allez chez Julie Duprat. Elle vous remettra ce journal. Vous y trouverez la raison et l'excuse de ce qui s'est passé entre nous. Julie est bien bonne pour moi. Nous causons souvent de vous ensemble. Elle était là quand votre lettre est arrivée. Nous avons pleuré en la lisant. Dans le cas où vous ne m'auriez pas donné de vos nouvelles, elle était chargée de vous remettre ces papiers à votre arrivée en France. Ne m'en soyez pas reconnaissant, ce retour quotidien sur les seuls moments heureux de ma vie me fait un bien énorme. Et si vous devez trouver dans cette lecture l'excuse du passé, j'y trouve moins un continuel soulagement. Je voudrais vous laisser quelque chose qui me rappela toujours à votre esprit, mais tout est saisi chez moi et rien ne m'appartient. Comprenez-vous, mon ami, je vais mourir. Et de ma chambre à coucher, j'entends marcher dans le salon le gardien, que mes créanciers ont mis là pour qu'on n'emporte rien, et qu'il ne me reste rien dans le cas où je ne mourrai pas. Il faut espérer qu'ils attendront la fin pour vendre.
Oh, les hommes sont impitoyables. Ou plutôt, je me trompe, c'est Dieu qui est juste et inflexible. Eh bien, cher aimé, vous viendrez à ma vente et vous achèterez quelque chose, car si je mettais de côté le moindre objet pour vous et qu'on l'a pris, on serait capable de vous attaquer en détournement d'objets saisis. Triste vie que celle que je quitte. Que Dieu serait bon s'il permettait que je vous revisse avant de mourir. Selon toute probabilité, adieu, mon ami. Pardonnez-moi si je ne vous en écris pas plus long, mais ceux qui disent qu'ils me guériront m'épuisent de saigner et ma main se refuse à écrire davantage. Marguerite Gauthier. En effet, les derniers mots étaient à peine lisibles. Je rendis cette lettre à Armand, qui venait de la relire sans doute dans sa pensée comme moi je l'avais lue sur le papier, car il me dit, en la reprenant, « Qui croirait jamais que c'est une fille entretenue qui a écrit cela ?» Et tout ému de ses souvenirs, il considéra quelque temps l'écriture de cette lettre qu'il finit par porter à ses lèvres. « Et quand je pense, reprit-il, que celle-ci est morte, sans que j'aie pu la revoir et que je ne la reverrai jamais, quand je pense qu'elle a fait pour moi ce qu'une sœur n'eût pas fait, je ne me pardonne pas de l'avoir laissée mourir ainsi. Morte, morte en pensant à moi, en écrivant et en disant mon nom. Oh, pauvre, chère Marguerite. » Et Armand, donnant un libre cours à ses pensées et à ses larmes, me tendait la main et continuait. « On me trouverait bien enfant si l'on me voyait me lamenter ainsi sur une pareille morte. C'est que l'on ne saurait pas ce que je lui ai fait souffrir à cette femme. Combien j'ai été cruelle, combien elle a été bonne et résignée. Je croyais qu'il m'appartenait de lui pardonner, et aujourd'hui, je me trouve indigne du pardon qu'elle m'accorde. Oh, je donnerais 10 ans de ma vie pour pleurer 1 heure à ses pieds. » Il est toujours difficile de consoler une douleur que l'on ne connaît pas. Et cependant, j'étais pris d'une si vive sympathie pour ce jeune homme. Il me faisait avec tant de franchise le confident de son chagrin que je crus que ma parole ne lui serait pas indifférente. Et je lui dis, « N'avez-vous pas des parents, des amis ? Espérez, voyez-les, et ils vous consoleront, car moi je ne puis que vous plaindre. » « C'est juste, » dit-il en se levant et en se promenant à grands pas dans ma chambre. « Je vous ennuie. Excusez-moi. Je ne réfléchissais pas que ma douleur doit vous importer peu et que je vous importune d'une chose qui ne peut et ne doit vous intéresser en rien. Donc vous vous trompez, au sens de mes paroles. Je suis tout à votre service, seulement je regrette mon insuffisance à calmer votre chagrin. Si ma société et celle de mes amis peuvent vous distraire, si enfin vous avez besoin de moi en quoi que ce soit, je veux que vous sachiez tout le plaisir que j'aurai à vous être agréable. » « Pardon. Pardon, me dit-il. La douleur exagère les sensations. Laissez-moi rester quelques minutes encore, le temps de m'essuyer les yeux, pour que les badauds de la rue ne regardent pas comme une curiosité ce grand garçon qui pleure. Vous venez de me rendre bien heureux en me donnant ce livre. Je ne saurais jamais comment reconnaître ce que je vous dois. En m'accordant un peu de votre amitié, dis-je à Armand. Et en me disant la cause de votre chagrin, on se console en racontant ce qu'on souffre. Vous avez raison. Mais aujourd'hui, j'ai trop besoin de pleurer. Je ne vous dirai que des paroles sans suite. Un jour, je vous ferai part de cette histoire. Et vous verrez si j'ai raison de regretter la pauvre fille. Et maintenant, ajouta-t-il, en se frottant une dernière fois les yeux et en se regardant dans la glace, « Dites-moi que vous ne me trouvez pas trop niais et permettez-moi de revenir vous voir. » Le regard de ce jeune homme était bon et doux. Je fus au moment de l'embrasser. Quant à lui, ses yeux commençaient de nouveau à se voiler de larmes et il vit que je m'en apercevais et il détourna son regard de moi. « Voyons, lui dis-je, du courage. »« Adieu, me dit-il alors. Et faisant un effort inouï pour ne pas pleurer, il se sauva de chez moi plutôt qu'il n'en sortit. Je soulevai le rideau de ma fenêtre et je le vis remonter dans le cabriolet qui l'attendait à la porte. Mais à peine y était-il qu'il fondit en larmes
et cacha son visage dans son mouchoir. Chapitre 5. Un assez long temps s'écoula sans que je n'entendisse parler d'Armand. Mais en revanche, il avait souvent été question de Marguerite. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il suffit que le nom d'une personne qui paraissait devoir vous rester inconnue ou tout au moins indifférente soit prononcé une fois devant vous pour que des détails viennent peu à peu se grouper autour de ce nom. Et pour que vous entendiez alors tous vos amis vous parler d'une chose dont ils ne vous avaient jamais entretenu auparavant. Vous découvrez alors que cette personne vous touchait presque. Vous vous apercevez qu'elle a passé bien des fois dans votre vie sans être remarquée. Vous trouvez dans les événements que l'on vous raconte une coïncidence, une affinité réelle avec certains événements de votre propre existence. Je n'en étais pas positivement là avec Marguerite, puisque je l'avais vue, rencontrée, et que je la connaissais de visage et d'habitude. Cependant, depuis cette vente, son nom était revenu fréquemment à mes oreilles, et dans la circonstance que j'ai dite au dernier chapitre, ce nom s'était trouvé mêlé à un chagrin si profond que mon étonnement en avait grandi en augmentant ma curiosité. Il en était résulté que je n'abordais plus mes amis auxquels je n'avais jamais parlé de Marguerite qu'en disant « Avez-vous connu une nommée Marguerite Gautier ?»« La dame aux camélias ?» Justement, beaucoup. Ces « beaucoup » étaient quelquefois accompagnés de sourires, incapables de laisser aucun doute sur leur signification. « Eh bien, qu'est-ce que c'était que cette fille-là » continuai-je. « Oh, une bonne fille. » Voilà tout. Mon Dieu, oui, plus d'esprit et peut-être un peu plus de cœur que les autres. Et vous ne savez rien de particulier sur elle ? Oh, elle a ruiné le baron de G, seulement. Elle a été la maîtresse du vieux duc de... Était-elle bien sa maîtresse ? On le dit, en tout cas, il lui donnait beaucoup d'argent. Toujours les mêmes détails généraux. Cependant, j'aurais été curieux d'apprendre quelque chose sur la liaison de Marguerite et d'Armand. Je rencontrai un jour un de ceux qui vivent continuellement dans l'intimité des femmes connues. Je le questionnai. « Avez-vous connu Marguerite Gautier ?» Le même « beaucoup » me fut répondu. « Quelle fille était-ce » ? « Belle et bonne fille. Sa mort m'a fait une grande peine. N'a-t-elle pas eu un amant nommé Armand Duval ? Un grand blond ? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'était que cet Armand ? Un garçon qui a mangé avec elle le peu qu'il avait. Je crois qu'il a été forcé de la quitter. On dit qu'il en a été fou. Et elle ? Elle l'aimait beaucoup aussi, dit-on toujours. Mais comme ces filles-là aiment, il ne faut pas leur demander plus qu'elles ne peuvent donner. Et qu'est devenu Armand ? Je l'ignore. Le vent très peu connu. Il est resté 5 ou 6 mois avec Marguerite. Mais à la campagne, quand elle est revenue, il est parti. Et vous ne l'avez jamais revu depuis ? Jamais. Moi non plus. Je n'avais pas revu Armand. J'en étais arrivée à me demander si, lorsqu'il s'était présenté chez moi, la nouvelle récente de la mort de Marguerite n'avait pas exagéré son amour d'autrefois, et par conséquent, sa douleur. Et je me disais que peut-être il avait déjà oublié, avec la morte, la promesse faite de revenir me voir. Cette supposition eût été assez vraisemblable à l'égard d'un autre, mais il y avait eu, dans le désespoir d'Armand, des accents sincères et passant d'un extrême à l'autre. Je me figurais que le chagrin s'était changé en maladie et que si je n'avais pas eu de ces nouvelles, c'est qu'il était malade et peut-être mort. Je m'intéressais malgré moi à ce jeune homme. Peut-être, dans cet intérêt, y avait-il de l'égoïsme. Peut-être avais-je entrevu sous cette douleur une touchante histoire de cœur. Peut-être, enfin, mon désir de la connaître était-il pour beaucoup dans le souci que je prenais du silence d'Armand. Puisque M. Duval ne revenait pas chez moi, je résolus d'aller chez lui. Le prétexte n'était pas difficile à trouver. Malheureusement, je ne savais pas son adresse. Et parmi tous ceux que j'avais questionnés, personne n'avait pu me le dire. Je me rendis rue d'Antin. Le portier de Marguerite savait peut-être où demeurait Armand. C'était un nouveau portier. Il l'ignorait, comme moi. Je m'informai alors du cimetière où avait été enterrée mademoiselle Gautier. C'était le cimetière Montmartre. La suite dans un prochain épisode de Voyage au bout de la nuit sur D8. Très belle nuit.